Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Édition du jour, décasage de Amuro, la rentrée solennelle au tribunal de grande instance de Mamoudzou, insécurité, économie et nous finirons en transport en commun. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, la première grosse opération de décasage sous la direction du nouveau préfet Vieux-Ville. C'est à Amuro que le nouveau préfet Vieux-Ville a débuté hier une grosse opération de décasage. 137 cases en tôle doivent être détruites et sur les 50 seules familles éligibles à un hébergement d'urgence jusqu'au début des opérations de démolition hier matin donc, seules 2 d'entre elles avaient accepté un hébergement d'urgence. Plus de la moitié des personnes habitant sur l'emprise étaient en situation irrégulière puisqu'elles n'étaient pas éligibles à une proposition d'hébergement. À ce jour, personne ne sait si ces personnes ont été interpellées ou raccompagnées ou si encore elles ont construit plus loin ou ailleurs. Les partenaires de la préfecture étaient présents sur le site hier pour proposer aux familles éligibles des hébergements d'urgence. Les forces de l'ordre étaient mobilisées en nombre puisqu'on le sait, à chaque décasage, dans la commune de Bandrélé, les voyous s'en prennent aux villageois et aux passants. Les opérations de démolition doivent se poursuivre aujourd'hui. Justice avec la rentrée solennelle du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Hier, lundi 4 mars 2024, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a fait sa rentrée solennelle, rentrée à l'occasion de laquelle le procureur de la République Yann Lebris a rappelé que, je cite, la situation appelle à l'humilité pour le tribunal de grande instance de Mamoudzou quand on songe à la crise sociale, aux revendications sécuritaires qui agitent le département et qui font suite à la grave crise de l'eau que nous avons connue les mois derniers. Fin de citation. Le procureur a convoqué des chiffres pour marteler que contrairement au sentiment généralisé dans notre département, la justice travaille. Entre 2022 et 2023, les faits de délinquance constatés ont augmenté de 22% pour atteindre les 15 000 constatations, dont 30% de mineurs mis en cause. Le taux d'élucidation des services d'enquête sont très positifs et largement supérieurs à la moyenne nationale, 78% en zone police et 42% en zone gendarmerie. Le procureur a rappelé que cette année, il y a eu 36% de garde à vue en plus. Le procureur Yann Lebris a rappelé également que l'activité judiciaire est en hausse avec 15 100 procédures transmises au parquet en 2023 contre 11 000 en 2022. Il a précisé que malgré la surpopulation carcérale, le parquet n'adapterait pas sa politique pénale pour autant. En plus des 3 magistrats présents à cette rentrée, d'autres collègues vont arriver pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant d'insécurité, encore une nouvelle nuit de violence à Tsararano. En effet, à 22h, dans le village de Tsararano, une vingtaine de voyous ont commencé à ériger un barrage. 10 gendarmes ont été mobilisés pour tenter de disperser ces voyous. Des gendarmes qui ont été mobilisés toute la nuit jusqu'à 4h du matin. Les voyous s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des pierres, des fers à béton et cocktails Molotov. Des grenades lacrymogènes ont retenti toute la nuit, incommodant fortement les habitants du village. Par chance, il n'y a eu aucun blessé à déplorer, ni de dommages significatifs à signaler. Les opérations spéciales évoquées par le nouveau préfet Vieux-Ville peuvent évidemment améliorer la vie quotidienne dans le village de Tsararano comme ailleurs, mais avec la surpopulation carcérale, reste maintenant à savoir ce que deviendront ces voyous une fois mis entre les mains de la justice. Autre lieu, autre agression, cette fois-ci à Cavani où un homme de 36 ans, un salarié d'une entreprise qui intervenait auprès d'un client, a été sauvagement agressé par 4 jeunes à coups de machette en pleine journée, il était 13h30. Des voyous qui lui ont dérobé son sac ainsi que son téléphone portable. Économie pour la suite de ce journal avec ces retards de conteneurs qui inquiètent le monde économique. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. 2000 conteneurs sont en instance au port de Longoni et cela perturbe énormément l'économie locale. Mais ceci n'est pas le seul problème puisque le monde économique doit aussi affronter des retards de conteneurs, des retards dus aux problèmes de terrorisme dans le nord du canal du Mozambique, ce qui impose aux porte-conteneurs de faire le tour par le sud de l'Afrique avant de remonter jusqu'à Dubaï où les conteneurs sont reconditionnés avant de redescendre ensuite
vite sur les routes habituelles dans la zone sud de l'océan Indien, ce qui rallonge énormément les délais. Selon certains professionnels du transport maritime, la valeur marchande des conteneurs pourrait ainsi doubler. Ainsi, en plus des problèmes de surstockage au port, le monde économique doit aussi faire face aux problèmes des routes maritimes. Hier, sur le plateau de la matinale de Coisy, le président de l'UMIH, Charles-Henri Mandalaz, parlait d'un kilo d'oignons qui se négocie à 14 €. Il a dit que les mesures annoncées par Marie Guévenoux sont insuffisantes pour relancer l'économie. C'est pour cela qu'il a demandé au conseil départemental de financer auprès de son délégataire du port une réduction du surcoût de stockage pour aider l'économie mahoraise. Je vous propose de clôturer cette édition en mobilité avec la reprise des navettes de la CADEMA. Depuis la fin du mois de janvier 2024, soit après plus de 30 jours d'arrêt forcé par le contexte social, hier lundi, les navettes de la CADEMA ont repris du service aux horaires habituels. Cela a évidemment fait le bonheur des usagers de ce transport en commun. L'un d'eux témoigne, je cite, « Avec le bus, on se sent un peu mieux protégé parce qu'on est en sécurité. Prendre le bus permet de lutter contre les embouteillages. Le fait que les bus ne circulaient pas, ça nous a handicapés un peu. » Fin de citation. Une satisfaction confirmée par un chauffeur de bus qui a expliqué que, je cite, « Dans l'ensemble, tout s'est bien passé et les passagers sont contents de nous revoir sur la route. Vu que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur navette, il y avait une bonne ambiance ce matin. » Fin de citation. Des difficultés demeurent toutefois, notamment au parking de Ajangwa où la boue complique les manœuvres des chauffeurs de bus, mais dans l'ensemble, ces navettes améliorent le quotidien de beaucoup de personnes. En moyenne, chaque bus transporte une trentaine de personnes. Je vous rappelle cette information de la matinée. Un possible premier cas de choléra à Anjouan aurait été détecté. L'information n'est pas encore officielle, mais en tout cas, ça circule abondamment du côté de l'île Étoile. Hier, et nous avions une alerte orange de vigilance, orage et forte pluie. Nous aurions dû être rincés hier matin avec des pluies qui auraient dû durer jusqu'au milieu de l'après-midi. Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas eu ce déluge de pluie. En revanche, il a plu et pas mal à Chirongi et dans le sud plus largement en fin d'après-midi. Et vous voyez sur la vidéo à l'écran Fatiou qui a fait de l'art parce qu'il est très romantique. Donc il n'a pas filmé la pluie n'importe où. Il a filmé la pluie sur un bananier. Je tiens quand même à le souligner. Parce que quand avec Cassandra on lui dit qu'il est romantique, il nous envoie « Ouais mais non mais c'est pas vrai ». Et en fait non, si, n'est-ce pas Cassandra? Romantique et artistique je dirais. Aussi, voilà. aussi. Voilà. Vous avez une touche artistique romantique. C'est ça. Non mais en tout cas, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très intense. Oui, très intense. Alors, on va le voir sur la seconde vidéo, puisqu'effectivement, il a plu globalement, si je suis l'arrivée chronologique des vidéos, il a plu une quinzaine de minutes. Et ensuite, vous en avez envoyé une deuxième, celle que vous voyez à l'écran, où on est de nouveau dans le centre-ville de Chirongi. Vous le voyez, il pleut plus. On est au niveau du bureau de poste. Et là, la cour du bureau de poste est intégralement remplie d'eau. Alors, vous vous baladez dans d'autres endroits de Chirongi, c'est pareil. Et c'est pas pour mettre l'accent sur Chirongi, hein. Vous allez dans n'importe quelle commune, il se produit la même chose. Tout ça pour dire l'importance au moment de la saison des pluies de la récupération des eaux pluviales, que si ces eaux pluviales étaient récupérées correctement, stockées correctement, je vous laisse imaginer tous les usages que l'on pourrait faire de cette eau, et je pense notamment à l'agriculture, où les agriculteurs ont besoin de beaucoup d'eau, qu'on a du mal aujourd'hui et on va en avoir de plus en plus à fournir pour ces usages qui ne nécessitent pas de l'eau du robinet. Voilà un premier usage. On pourrait très bien aussi imaginer, parce que je sais que c'était dans les têtes à un moment donné, d'utiliser ou de donner cette eau de pluie stockée et traitée évidemment aux artisans de chaque commune pour pouvoir faire leurs travaux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de récupérer de l'eau de pluie ou de stocker de l'eau pendant toute la saison sèche. Voilà des usages qui pourraient être faits, qui serviraient évidemment au collectif et qui protégeraient la ressource en eau potable.
C'est vrai qu'on nous demande de faire des économies et de changer nos comportements parce que depuis ce qu'on a vécu il y a quelques années et aujourd'hui, voilà, on apprend en fait à consommer mieux notre eau parce que elle est précieuse. C'est vrai que dans nos comportements, il y a déjà quelques années, c'est une habitude, on a des grands seaux dans nos maisons et quand il pleut, on arrive à le stocker, mais il faut que maintenant qu'on puisse le démocratiser, il faut qu'on arrive à le démocratiser, à le professionnaliser, à investir en fait dans toutes les organisations, dans toutes les maisons, dans toutes les entreprises en fait, qui est en fait ce bac pour pouvoir récupérer en fait cette eau-là parce qu'elle est nécessaire pour qu'on arrive à ne pas puiser en fait dans nos retenues ou dans d'autres sources d'eau. Oui, on l'avait dit ici au début, avant même la crise, on l'avait dit, il y a plein de dispositifs qui n'ont pas besoin de gros investissements. Nous avons des terrains de foot qui pourraient être aménagés afin de pouvoir drainer et garder l'eau. Ça peut se garder pendant très longtemps. Mais surtout quand ça ne voit pas le jour, quand c'est stocké sous terre. Mais ce sont des choses qui demandent des volontés publiques fortes. Et politiques. Oui, c'est ce que je voulais dire, des volontés politiques fortes. Malheureusement, c'est vrai que ça pêche de ce côté-là, notamment auprès des élus locaux. On vient, on fait un terrain de foot à minima et puis voilà, basta, quoi. C'est ce qui nous manque parfois, de la vision sur le long terme. Sur le long terme. Voilà, mais il faut y travailler parce qu'on a besoin de penser à 10 ans et les choses évoluent dans le monde, j'ai envie de dire, avec le dérèglement, je pense notamment. Donc voilà. Mais ça, quand on aura Floriane sur le plateau d'ici quelques jours, effectivement, ce sera aussi l'occasion de parler avec elle de cette vague de blanchiment de corail liée à El Niño et à ce changement climatique qui semble durablement sévir. Et c'est extrêmement dommage puisque en fait, ce qu'on peut prévoir, c'est que dans quelques années, en fait, les partenaires financiers qui sont ceux de Mayotte aujourd'hui, que ce soit l'État ou que ce soit les instances européennes, en fait, à un moment donné, ils en auront sans doute marre d'injecter de l'argent et puis qu'on ne voit rien changer. Lorsque depuis des années maintenant, on finance l'eau potable et que plusieurs années après, on se rend compte qu'en fait, rien n'a été fait. On a financé la gestion des déchets plusieurs années après. Mayotte est toujours aussi crade. On a financé... Même si à minima, le traitement des eaux usées, mais encore aujourd'hui, il y a des problèmes et que ça génère des difficultés dans la mer. C'est plus que des problèmes, c'est-à-dire on construit des usines à coût de dizaines de millions d'euros, mais on ne raccorde pas les maisons aux usines. Donc à un moment donné, je suis quand même assez bluffée de dire que la centrale de traitement des eaux usées de Wanganisada, elle n'est toujours pas branchée, parce qu'il n'y a toujours pas un seul tuyau qui arrive avec des eaux usées dedans. Enfin, il faut oser le dire, ça. En fait, le challenge, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un état d'esprit au niveau de nos élus locaux, celui de se dire qu'en fait l'argent il ne vient pas d'un puits inépuisable et que l'argent il tombe du ciel, parce qu'on a l'impression que dans l'inconscient collectif c'est ça, il y a de l'argent, on va chercher de l'argent, et d'ailleurs même c'est entretenu par certaines autorités qui arrivent à Mayotte, notamment du gouvernement, il y a de l'argent mais vous n'émargez pas, alors qu'on le sait, on va traverser une crise financière mondiale monstrueuse dans les années à venir, et on a l'impression à Mayotte, quand on raisonne, qu'on fait totalement fi de cette réalité financière. Pas plus tard que la semaine dernière, me semble-t-il, vous en parliez sur le plateau, d'une actualité extrêmement importante où le gouvernement doit faire en fait des coupes budgétaires. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Et là, ils y vont les yeux fermés, on coupe parce que c'est trop important. Ils coupent dans le BOP 123, qui est celui qui alimente la vie locale. C'est trop important. On table sur Pour nous, en tout cas, à Mayotte. Exactement. On table sur une croissance à 1,4, 1,5. Finalement, les experts disent que non, finalement, ça va être 1%. Et ils se disent, oui, mais on ne veut pas augmenter en fait la dette publique, donc il faut absolument faire des coupes budgétaires et on coupe partout. Après la question, c'est, ok, on demande de l'argent, mais est-ce que l'argent est consommé? Là, c'est un vrai sujet, parce que quand on regarde, l'argent n'est pas forcément consommé, alors qu'il y a une volonté de dire, on fait les projets, on met de l'argent, on investit, il faut suivre derrière, il faut consommer là-dessus. Donc, oui, mais il faut regarder, par exemple, sur la question de l'eau, Fatihou Ibrahim, il y a de l'argent qui a été injecté. Force est de constater que l'argent, sur certains dossiers, n'a pas été consommé. Oui, mais c'est ça, en fait, qu'il faut n'a pas été consommé. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Ousseini Ben Issa a commencé à répondre ici même vendredi matin, quand je l'ai questionné sur la question de la mobilité. Tout de suite, il est revenu sur un point qui visiblement semble être une grosse difficulté pour le Conseil
conseil départemental, c'est les agréments pour naviguer en mer. Alors pour quelles raisons, etc. Mais tout de suite, il est revenu sur la réglementation et sur les freins que l'on subit sur les réglementations, le déploiement des réglementations. Et quand vous discutez avec des maires, ils vous expliquent aussi que souvent ça bute sur les règles du jeu. Et d'ailleurs, le maire de Mamoudzou, en fin de semaine dernière, a rebondi sur 2 amendements du gouvernement pour permettre de construire, en allégeant les permis de construire quand on est une collectivité publique. Il a aussi demandé à ce que d'autres aménagements puissent être pris dans le code de l'urbanisme pour demander les permis de construire, pour pouvoir libérer la construction. Donc on est bien aussi à Mayotte dans un carcan administratif qui quelquefois empêche de consommer l'argent qu'on a pourtant à notre disposition. Je pense qu'il y a ça. Oui, déjà il y a ce problème-là, mais en plus, au-delà de ça, c'est que lorsqu'on prend en fait en amont la problématique liée à la gestion du SMEAM, c'est que, mais il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, qui disant qu'il y a eu des millions qui ont été injectés par le passé et qui ont été utilisés, mais on n'a pas vu, le résultat. Le conseil départemental a délibéré pour réinjecter encore 15 millions d'euros et au final, ça a été englouti. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'État qui a dû encore mettre plus de 30 millions d'euros dans cette affaire. Et je le rappelle, c'est cet argent qu'a vu l'État, c'est cet argent qu'a mis l'État récemment qu'on a vu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les trous sont restés sur les routes un peu partout. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les refaire. Et donc, c'est toute la problématique ici, l'utilisation de l'argent, qu'il faut vraiment se poser la question parce qu'on le voit, les stades qui ne sont pas entretenus, les écoles qui ne sont pas entretenues. Et au final, au bout de quelques années, on recommence. Encore une fois, vous le dites différemment, mais nous sommes d'accord. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.